Il est 11 heures, il n'y a plus grand monde et je discute avec un client au bar, mais j'entends du bruit, je me rends dehors et le temps que j'arrive dehors, ça veut dire 1 minute 30 plus tard, je retrouve au milieu de la rue tous nos staffs, 18-19 personnes en train de se battre dans la rue. On est dans une situation surréaliste. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une voiture qui s'arrête, donc tout ça se fait à la lueur des phares de cette voiture. Il y a un poste de police pas très loin. Donc 3 minutes plus tard, il y a déjà des flics qui arrivent et qui viennent chez moi en vietnamien, me demandent de faire quelque chose. Donc je me retrouve perdu et je suis là à me demander comment je vais gérer ça. Je ferme la grille, on a une grande grille qui sépare la cour intérieure en question de la route, je la ferme et je dis ok, laissez-moi 2 minutes, il faut qu'on discute. Et je décide finalement de faire venir un des managers de l'équipe. Je fais venir la personne qui est à l'origine de l'incident, on s'assied à une table, on nous apporte des bières et on discute pendant, je pense, 40 minutes pour essayer de mettre les choses à plat. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Hello Gauthier, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Salut Paul, bonjour à toi. Merci de me Bienvenue recevoir. au Belgo. Ah ben voilà, exactement. Merci de me recevoir ici dans les locaux de Belgo. Très sympa toujours de venir dans ces établissements. Ce que je te propose pour qu'on commence cet épisode, c'est que tu te présentes, tu nous dises qui tu es, d'où tu viens et également résumer ton parcours en 2 minutes. Je vais faire de mon mieux. Donc je m'appelle Gauthier, ça fait 11 ans que je suis au Vietnam maintenant. Et ça fait 7 ans qu'avec toute une équipe, on a lancé Belgo. Et Belgo vient d'où? Belgo vient de Belgique. Donc ça veut dire que c'est un projet, c'est une marque qui est née en Belgique, mais qui a grandi au Vietnam. Et l'histoire, c'est que moi, j'ai donc grandi en Belgique depuis ma plus tendre enfance. J'ai fait mes études en Belgique de droit. J'ai commencé après mes études à bosser chez Mars, et donc Mars, Sneakers, M&M's, etc., où j'ai fait 6-7 ans en sales et marketing. Et je me suis marié avec ma femme qui est belge. Et à deux, on se disait qu'on était extrêmement bien en Belgique. Très confortable de vivre à Bruxelles. On savait un petit peu où on allait, avoir des enfants, acheter sans doute un appartement et puis une maison, évoluer dans nos boîtes respectives qu'on adorait. Mais on s'est dit que c'était un peu trop facile. Et on avait envie de se challenger, on avait envie de se mettre en difficulté. Et donc, on s'est convaincu qu'il fallait bouger. Et on s'est donc dit, quitte à bouger, autant bouger là où ça bouge, en Asie. Donc, on a demandé d'abord à nos boîtes s'ils pouvaient nous amener là-bas. Mars m'a proposé un boulot ailleurs en Europe. Alexandra, ma femme, on lui a proposé un boulot en Allemagne. Et on s'est dit que c'était pas ça qu'on voulait. Et donc, j'ai commencé à postuler pour des boîtes en Asie, à Saigon, à Bangkok, à Manille, etc. Et il m'a fallu 1 an pour finalement rentrer en contact avec Anam, une boîte qui fait ici et de l'import-distribution de grandes marques, mais qui a aussi sa chaîne de supermarchés. Et ça a fité, ça a fonctionné. On s'est rencontrés avec les propriétaires un matin à 5h30 à la gare du Nord à Paris, parce que c'était la seule option pour nous de se rencontrer. Il y a eu le clic, on a été voir le Vietnam, on a détesté, mais on s'est dit qu'on allait quand même le faire, parce qu'en fait, malgré la mauvaise impression d'une visite en septembre où il pleut, il fait chaud, tout est différent, on s'est dit que pourtant, il y avait quelque chose de sympa à faire ici et on s'est lancé. On est arrivé en 2013. J'ai travaillé 3 ans pour cette boîte. J'ai adoré. Ça s'est super bien passé. On a eu une vie totalement différente de celle qu'on connaissait. Et petit à petit, pendant ces 3 années, porté un peu par le dynamisme, l'énergie qu'il y a au Vietnam et à Saigon, l'idée a germé de lancer Belgo. Et donc, en 2016, j'ai démissionné et je me suis lancé. Ok. Qu'est-ce qui, quand tu arrives au Vietnam, justement, t'interpelle, te frappe? Quelle est l'image que tu retiens quand tu es arrivé par rapport à la Belgique? Ça va être une réponse assez évidente, c'est les motos. Et les motos, pour moi, traduisent énormément et facilement le Vietnam. Parce qu'il y en a beaucoup qui bougent, qui vont pas spécialement vite, mais qui donnent l'impression, en tout cas, d'avoir une vraie force. Et ça représente à la fois le dynamisme du Vietnam, l'énergie, la capacité à aller partout. Quand on est en moto, on s'arrête jamais. Il y a un embouteillage, on va sur le trottoir. Donc il y a toujours moyen, on peut avancer. Et c'est ça le Vietnam. Le Vietnam, c'est on avance,
il y a toujours un moyen d'y arriver et on est porté en fait par cette énergie au Vietnam. C'est ce que je ressens, je crois que pas mal de monde le ressent et c'est ce que j'adore ici. Ok. Est-ce que tu as une anecdote, une histoire à me raconter justement qui est liée à un choc culturel, à un des plus grands défis culturels que tu aies rencontrés en arrivant ici et depuis ces plus de 10 ans passés au Vietnam maintenant? Je pense que j'ai 350 histoires à te Ouais, j'imagine. raconter, donc on n'aura pas le temps pour tout ça. Euh, je pense que le choc culturel, il est permanent. On a beau être là depuis longtemps, j'ai beau être là depuis 11 ans maintenant. Le fait est que la Belgique et le Vietnam, on n'a quasi rien à voir. Et c'est ça qui en fait le côté absolument excitant et canon de cette aventure, c'est qu'on ne partage quasi rien. Ni la même langue, ni la même histoire, ni la même culture, ni la même nourriture, ni la même religion. On n'a pas les mêmes codes. Et c'est absolument génial. Donc on adore. Ce qui fait que le choc culturel, il est permanent. Et c'est jamais, jamais vraiment fini. Et on a toujours des petites expériences qui nous rappellent qu'on n'est pas chez soi et qu'on est invité ici. Et dans les expériences plus concrètes, parce que je crois que c'est ça ta question, Oui, tout à fait. je pense que celle avec laquelle ça reste encore difficile de s'habituer, c'est le fait que les Vietnamiens, et de manière plus générale, je crois, les Asiatiques, ne veulent pas perdre la face. Ça veut dire qu'en cas de mauvaise nouvelle ou de coup dur, ils cherchent à masquer ce qui se passe véritablement, ne pas dire la vérité. Et l'exemple le plus concret, c'est une semaine après mon arrivée au Vietnam, je suis en charge d'une petite équipe de quelques personnes et une personne membre de cette équipe vient me trouver en disant: Gauthier, ma mère est super malade. Il faut que je rentre chez elle, m'occuper d'elle en province. Je dois démissionner maintenant. Les RH me demandent un mois encore pour bosser afin d'arriver au terme du contrat. Mais est-ce que tu peux m'aider à accélérer les choses parce qu'elle a besoin de moi? Donc moi, évidemment, tout à fait touché par l'histoire. Je vais plaider sa cause auprès des RH. Après une semaine, elle s'en va. La semaine d'après, je vais à une foire des importateurs-distributeurs qui a lieu ici à Saigon et je la vois dans le stand de mon concurrent, juste en face du mien, portant la chemise de mon concurrent, me faisant des grands signes. Et en fait, il n'y a jamais eu de maladie, il n'y a jamais eu de nécessité d'aller auprès de sa mère. Il y avait juste un besoin de ne pas dire la vérité parce que démissionner, c'est pas une chose chouette, on n'en est pas fier. Mais donc, on perd la face devant la personne auquel on doit donner sa démission, donc on préfère raconter n'importe quoi. Et ça, c'est une expérience que j'ai maintenant eue de nombreuses fois. Et c'est toujours un peu surprenant et c'est dur parce que on ne sait plus si on doit les croire ou pas, mais c'est juste culturel. C'est comme ça. Et c'est important à plein d'égards. Ça veut dire aussi que quand on a une remarque à faire à quelqu'un, on ne la fait pas devant les autres. Parce que ça fait perdre la face à la personne devant son équipe, devant ses collègues. Et ça ne se fait pas. Et c'est quelque chose auquel on doit s'habituer parce que je crois que dans le monde occidental, on veut être franc, on veut être direct. Je pense qu'il y a toujours aussi une bonne manière de faire passer les messages. Mais donc, il faut s'en accommoder. Et tout ça, pour revenir sur le choc culturel, c'est un exemple parmi beaucoup d'exemples, mais qui démontre que on n'est jamais au bout du choc culturel. On peut s'ajuster, on peut s'adapter, mais mine de rien, on reste biaisé quoi qu'il arrive parce qu'on est enraciné, moi, dans ma culture européenne / belge, et qui fait ce que je suis. Et même si je fais énormément d'efforts et j'essaie de comprendre, on ne comprendra jamais tout à fait les Vietnamiens, et tant mieux quelque part. Tant mieux parce que on est riche de nos différences et pas de nos ressemblances. Donc, il faut garder ça vivant. Et c'est ce qui fait, de nouveau, tout ce qu'on adore ici, c'est ce côté finalement exotique en permanence. Ok. Tu parles justement de différences culturelles et de management. Quand tu commences à travailler chez Anam de 2013 à 2016, puis quand tu lances Belgo en 2016, comment est-ce que tu fais justement pour t'adapter aux différences culturelles et pour adapter ton management à une nouvelle culture? Il y a plusieurs éléments pour répondre à cette question, parce qu'il faut évidemment comprendre ce qui est important pour les Vietnamiens en vue d'être motivés et de travailler pour un certain projet ou au sein d'une équipe. La première réponse, à mon sens, c'est le fait que la valeur essentielle pour les Vietnamiens étant la famille, eh bien, il faut arriver à recréer un esprit de famille au sein de l'équipe et au sein de la boîte. Ça veut dire qu'une famille, c'est des gens qui se soutiennent, c'est des gens qui se comprennent. Le boss, c'est un papa. Donc, il est là pour accompagner, pour aider à grandir et pas pour donner des ordres. Par contre, il décide aussi quand il faut décider. Mais donc, recréer une espèce de cellule qui est
presque une nouvelle famille, c'est important. Donc, c'est vraiment une question de relation, c'est une question d'être proche de ses équipes. Et c'est pas évident parce que plus l'équipe grandit, plus il faudrait arriver à être proche de tout le monde et ça devient un challenge. Ça, je crois que c'est un premier élément de réponse. Le deuxième, c'est arriver à valoriser l'apprentissage et le fait que les Vietnamiens, ils veulent progresser. Au Vietnam, on regarde vers l'avant, pas vers l'arrière. Ils veulent qu'on leur donne des nouveaux outils. Ils veulent continuer d'apprendre. Et assez vite. Et c'est ce qui fait du Vietnam une destination absolument géniale parce que ça donne des personnes très motivées pour bosser, qui veulent apprendre. La complexité, c'est qu'ils veulent apprendre très vite. Et pour eux, 1 an, c'est long terme. Donc, il faut arriver aussi à leur donner et à les nourrir quelque part de nouvelles techniques, de nouvelles informations pendant tout un laps de temps qui est celui pendant lequel on voudrait garder ses employés et ses collègues. Donc, arriver à donner des trainings, arriver à leur permettre d'apprendre, c'est important. Un troisième élément, je dirais que c'est arriver à leur démontrer qu'il y a plus que le boulot, qu'il y a plus que l'argent. Et l'argent est important et on les comprend. Donc, c'est aussi un des éléments de la réponse. L'argent fait partie du package. Et plus que le boulot, ça va être la relation vraiment personnelle. Alors, c'est montrer qu'on s'intéresse à eux. Et je crois que ça, c'est vrai partout. C'est peut-être pas qu'au Vietnam, mais dans l'absolu, ça a aussi une vraie valeur ici. Et une des choses qu'on a mises en place pour le faire, c'est avoir des événements et des moments où on se réunit en équipe et où on peut fêter tous ensemble, on arrive à déconnecter. Mais pour eux, c'est hyper important. Ça doit arriver souvent et ça doit arriver de manière assez intense. Ça veut dire qu'on passe vraiment du mode boulot à un karaoké, on va chanter fort et on va boire et on va se marrer. Et ça en fait de nouveau des moments assez riches. À quelle fréquence à peu près? Tu dis souvent. Si c'était selon eux, ça serait toutes les semaines. Selon moi, parce que j'ai pas la même capacité à accepter le niveau sonore d'un karaoké, c'est 1 fois tous les 6 mois. Mais donc, il faut trouver un équilibre là-dedans, ce qui n'est pas toujours évident. Mais je crois que c'est vraiment arriver à cumuler ces différents aspects-là qui permet finalement de bien gérer ses équipes et de se sentir proche d'eux. Ok. Aujourd'hui, Belgo, vous avez combien de salariés? On est 150. 150. Et comment justement tu fais pour transmettre tes décisions? Parce qu'il y a manager et après transmettre une décision du haut de l'entreprise jusqu'à l'opérationnel. Mais pour arriver à rester cohérent avec ce que je disais avant, il y a eu un certain changement qui s'est opéré, en tout cas de mon côté, dans la manière dont on engage les gens. Au début, on essaie d'engager des gens qui sont compétents et on va regarder le CV. Et bien sûr, il faut que derrière, ça puisse suivre. Mais là, on se base beaucoup alors sur le savoir, sur le background de la personne. Mais au final, ce qu'on a constaté, c'est que le savoir, c'était pas suffisant. Il y avait aussi le mindset. Il y avait la manière de faire passer le message. Et il fallait que tout ça soit cohérent, top-down, de mon chef jusque tout en bas. Comment est-ce qu'on fait passer le message pour qu'il soit clair, pour qu'il soit suivi, mais aussi pour qu'il soit donné de la manière dont on le veut. Et nous, on veut que les choses soient sympas. On veut qu'au Belgo, il y ait une ambiance qui est joyeuse. On veut que ce soit une ambiance qui soit chaleureuse. Et on s'est dit, en fait, petit à petit, qu'au lieu de regarder d'abord le CV, on allait d'abord regarder la personne. Quel est le feeling qu'on a avec les personnes qu'on engage? Et je parle là des personnes qui sont à la fois serveurs ou qui s'occupent de la cuisine, mais jusqu'au manager. Il faut qu'il y ait le bon mindset. Et derrière, le CV compte, mais en fait beaucoup moins que le mindset. Et en assurant une vraie cohérence d'en haut jusqu'en bas, en faisant en sorte qu'il y ait vraiment cette communauté d'esprit, on se rend compte qu'on arrive à aller dans la même direction. Tu parles justement de mindset. Quand tu crées Belgo en 2016, quel est l'ADN que tu imagines justement pour cette entreprise? Quelles sont les valeurs que tu mets au centre de l'entreprise? Très dur ça c'est ce que j'ai constaté, commencer une boîte et créer des valeurs et tout des process, c'est beaucoup de boulot et ça demande effectivement une vraie réflexion sur finalement qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qu'on veut. On m'a appris que ce qui compte, c'est pas ce qu'on fait, c'est comment on le fait. Et donc j'ai essayé de traduire ça dans des valeurs où on veut vraiment que ce soit l'humain d'abord, donc c'est le côté, et j'espère que c'est très belge, chaleureux. On veut que ce soit sympa, on veut que chacun, quand ils viennent bosser au Belgo, ils soient contents d'y aller parce qu'ils savent qu'il va retrouver un univers où on se sent bien. Et je dirais que ce côté chaleureux, c'est vraiment une des choses sur lesquelles on travaille le plus et qui n'est pas évidente.
Mais vraiment, on y passe du temps, on le répète, on s'assure via des meetings et via surtout des activités tous ensemble que le message arrive à passer au travers des différents étages en quelque sorte. Mais donc, chaud, chaleureux, sympa. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Et puis ensuite, une deuxième valeur qui est quand même très importante pour nous, c'est l'honnêteté. L'honnêteté, ça marche dans plusieurs sens. L'honnêteté, c'est à la fois dire ce qu'on pense, parce que c'est ce dont on a besoin dans une petite structure pour pouvoir avancer. Et l'honnêteté, c'est à la fois ne pas tricher. Et c'est ce qu'on essaye aussi de mettre en avant pour avoir une machine qui tourne. Donc c'est, à mes yeux, ces deux aspects-là qui sont importants. Et puis derrière, une fois qu'on arrive à créer cet environnement qui, on l'espère, est sympa et dynamique, on essaie aussi quand même d'avoir un esprit de work hard. Il faut bosser. Les choses vont pas se faire toutes seules. Donc chacun doit bosser, chacun doit être flexible aussi, très important, je crois, dans une petite structure. Et je reviens sur le dernier mot, flexible. On est dans un projet où on a une idée, mais bien sûr qu'au fur et à mesure où on avance, l'idée change, on doit s'adapter, il faut arriver à ajuster en fait ce qu'on avait prévu initialement pour finalement arriver au résultat voulu. Mais donc flexibilité, c'est quelque chose qu'on essaye aussi de développer chez chacun en disant, ben voilà, ça c'est l'idée, ça c'est le projet. Maintenant, on a besoin qu'avec ton honnêteté, tu nous dises ce que tu en penses. On a besoin qu'avec ta chaleur et ton côté chaleureux, tu transmettes ça aux personnes avec lesquelles tu bosses. Mais on a aussi besoin que tu y travailles et en nous donnant ton avis pour qu'on arrive à ajuster pour arriver à nos fins. Là, tu parles des valeurs. Tout à l'heure, tu expliquais aussi une anecdote où tu as une salariée qui avait basculé de ton entreprise à ton concurrent. Euh, Justement, une fois que tu mets en place ce système de valeurs, ces entités, comment est-ce que tu fais pour fidéliser et engager tes salariés dans le projet Belgo? Il faut arriver, et c'est pas toujours évident, il faut arriver, je crois, à donner aux personnes qui viennent travailler avec nous l'environnement qu'ils recherchent, et ça on en a parlé, la famille et puis le Oui. côté chaleureux. À côté de ça, il y a aussi, il faut pouvoir leur donner des perspectives. Et c'est ce qu'ils recherchent. Parce qu'ils veulent apprendre, donc ils veulent évoluer. Et c'est pas évident dans une petite structure. Parce qu'en fait, à partir du moment où on a une comptable, ben, il n'y a pas 1000 options derrière pour évoluer par rapport à une grande boîte, une grande structure où il y aura des postes et des sous-postes et puis des postes de manager à pourvoir. On essaye malgré tout d'envisager avec eux un programme qui leur permette d'avancer, d'apprendre de nouvelles choses pour leur donner des perspectives qui sont sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais donc, perspective, c'est important. La troisième partie, il n'y a rien à faire, c'est le salaire. Le salaire est important pour eux et ils ont bien sûr raison parce que en Vietnam, on vient souvent d'une situation quand même pas toujours évidente et ce qu'on veut, ben, c'est un meilleur avenir et le meilleur avenir passe notamment par l'argent. Donc, il y a là aussi une vraie discussion à avoir et leur montrer que le salaire va évoluer, leur montrer que les bénéfices vont évoluer et ce qui me permet d'arriver à la dernière partie, c'est les bénéfices. Au-delà du salaire, eh bien, qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Et je vais essayer de reconnecter avec le premier sujet, la famille. Eh bien, un des bénéfices qu'on leur donne après un certain nombre d'années, c'est une assurance pour eux, mais aussi pour leur famille. Ok. Et le fait qu'on arrive à apporter quelque chose à cette personne, mais en plus à sa famille, eh bien, va, je crois, leur permettre de se dire que c'est une boîte qui s'inquiète non seulement d'eux, mais de ceux qui les entourent. Et c'est important à leurs yeux. Ok. Tu parles justement de salaire, d'assurance. Le salaire, quelle politique vous avez? C'est quelque chose qui est fixe ou parce qu'il y a des entreprises qui sont comme ça, où chaque année, tu prends tout élément qui a fait une bonne année, prend tel pourcentage ou tel montant et chaque année, c'est le salaire qui évolue. Est-ce que c'est quelque chose qui est annoncé à l'avance justement pour rassurer ou c'est à la performance? Comment vous faites? Je vais prendre 2 cas. Une bonne année. Une bonne année, ça veut dire une année où les résultats sont bons, une année où l'économie est bonne et donc le business va bien. Et dans ce cas-là, on va décider alors d'une augmentation salariale générale pour le groupe. D'accord. Disons qu'on va augmenter les salaires de 8%. Mais ensuite, en fonction d'une appréciation individuelle qui est faite par les managers, ça pourra évoluer. Et par exemple, est-ce qu'on aura 100% de ces 8% ou est-ce qu'on aura même 120% de ces 8%? Eh bien, ça, c'est à la discrétion des managers. Mais en moyenne, il faudra que ça fasse 8% pour le groupe. Ok. Ça, c'est une bonne année. Une mauvaise année, et on en a eu une récemment, où on dit, en fait, malheureusement, les performances n'étaient pas canon pour le groupe.
On comprend que vous voulez évoluer, mais donc on ne peut pas donner. On ne peut pas donner d'augmentation salariale générale, mais ce qu'on peut faire, et c'est ce qu'on a fait pour certains postes, comme certaines personnes vont partir, est-ce que vous voulez vous répartir son boulot? Donc vous travaillerez plus, mais vous gagnerez plus. Et ça, c'est assez impressionnant parce qu'ils sont toujours partants. Ils sont toujours motivés. Ils n'ont pas peur de travailler plus et le travail est bien fait. Alors ça ne s'applique pas à tous les emplois, ça ne s'applique pas à tout le monde non plus, mais ça, c'est quelque chose qui, moi, m'impressionne beaucoup. On est prêt à travailler plus. On n'est pas du tout à rechigner devant la charge de travail, au contraire. Mais il faut qu'il y ait un intérêt derrière. Et l'intérêt, c'est qu'ils vont apprendre et qu'ils vont gagner plus. À chaque fois donc que tu as un salarié qui part, c'est laisser en fait l'équipe s'organiser et leur proposer de recruter une nouvelle personne ou justement d'absorber la charge. Exactement. Ok. Et c'est pas vrai pour tout. Hein. Oui, oui, bien sûr. Ça marche avec les comptables. Par exemple, on a 5 comptables. Il y en a une qui part. Bon, ben, les 4 autres, est-ce que vous voulez vous répartir le boulot qu'elle faisait et on divise son salaire en 4? Et la réponse est oui. Par contre, il y a des jobs pour lesquels c'est pas possible. Donc, ça va varier, mais on essaie de trouver aussi des manières où chacun y trouve son compte en quelque sorte. Mais donc, ça va dépendre d'un contexte, ça va dépendre d'une performance et de la manière de l'annoncer, de le gérer avec les équipes. Et bien sûr que tout le monde préfère le scénario de la bonne année. Bien sûr. Ok. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de Belgo si on remonte en 2016? Maintenant, tu as annoncé que vous avez 150 salariés, mais la façon dont Belgo, le projet a grandi, a grossi, et également votre activité. Ouais. Donc, l'histoire de Belgo, c'est que Belgo, c'est une brasserie qui fait de la bière belge au Vietnam et qui a décidé derrière aussi d'avoir toute une série de restaurants qu'on appelle des pubs où on a vraiment la volonté de donner une expérience belge. Est-ce que je suis un passionné de bière? Pas du tout. J'ai toujours bu de la bière, je suis belge, j'ai même grandi à la bière. À l'école, quand j'avais 13-14 ans, on nous servait même de la bière sans alcool, à midi à table. Donc c'est quand même assez dingue de dire que dans le réfectoire, on te servait de la bière aux enfants. Ok. Aujourd'hui, ça paraît fou, mais c'était le cas, de la pied de bœuf. Mais donc, ce que j'étais par contre, si j'étais pas un fan de bière, enfin si j'étais pas un passionné de bière, je suis par contre très fier d'être belge. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. J'adore la Belgique. J'adore la Belgique. Je trouve qu'on a un pays assez canon. Alors, tout est une question, je pense, de la manière dont on le voit. La Belgique, en fait, c'est un pays extrêmement compliqué. On a plusieurs régions, on a plusieurs langues, on a beaucoup de gouvernements. Franchement, c'est dur et ça crée beaucoup de problèmes. Mais je pense que si on change de perspective, si on change d'angle, en fait, cette complexité, c'est une vraie richesse. Je pense qu'avoir plusieurs cultures, je pense qu'avoir des défis qui nous mettent dans des positions compliquées, ça rend les gens meilleurs. Je ne dis pas que la Belgique est meilleure, mais je pense que ça la rend en tout cas très intéressante à ce niveau. Et je crois aussi que ça génère beaucoup de créativité. Donc j'adore en fait ce melting pot belge. Je trouve ça unique. Et je crois que ça a donné lieu à beaucoup de choses au niveau culturel, au niveau littéraire, au niveau même expérience et produits qu'on peut mettre en avant. Et je pense très facilement à quoi? À la bière, au chocolat, aux frites, aux moules et aux gaufres. Ça fait qu'on a quand même, pour un petit pays, une identité qui est assez canon et qui, je trouve, a vraiment sa place, quoi. On devrait vraiment pouvoir avoir des restaurants belges partout, autant que des restaurants italiens. Bon, ok, je rêve un petit peu, mais l'Italie a la pizza et les spaghettis. Nous, on a les 5 produits que je viens de citer. Je trouve que c'est quand même c'est pas rien. Et puis derrière, on a aussi évidemment toute une culture. On a aussi pas mal de choses à mettre en avant. Il y a 2 traits qui, à mes yeux, sont très importants quand on pense à la Belgique. C'est à la fois le côté multiculturel et puis c'est le côté surréaliste et qui nous aide aussi à définir et à développer Belgo. Mais donc, j'ai toujours été passionné par la Belgique. Quand je suis arrivé au Vietnam et que j'ai bossé chez Annam, Annam était à l'époque importateur-distributeur de bière belge, Duvel, Chimay, Hoegaarden, Stella Artois. Et parce que j'ai dû développer le B2B, donc la vente de ces produits vers les professionnels, j'ai été amené à vendre de la bière belge au Vietnam. Pour constater quoi? Que la bière est très, très, très successful au Vietnam. On vend énormément de bière. Les Vietnamiens célèbrent tout à la bière. Les naissances, les anniversaires, les mariages, les décès. Il y a de la bière tout le temps. Ils en boivent une quantité folle. Pour donner un petit exemple, pour la boîte Heineken en tant que société, le Vietnam est leur 2e plus gros marché en valeur. Donc, la bière marche bien. Et la bière belge, quand je devais la proposer et l'amener sur le marché,
Mais en fait, les gens aimaient bien parce qu'ils aiment l'histoire. Est-ce qu'ils savent que la bière belge a un passé riche et compagnie? Non, ils savent pas. Mais donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Mais en fait, est-ce qu'à un moment donné, il y aurait pas moyen d'allier une opportunité qui est peut-être de faire de la bière belge au Vietnam et ma passion qui est de promouvoir la Belgique?» Et donc les 2 se sont rencontrés. J'ai été trouver mes boss de l'époque en leur disant: «Mais qu'est-ce que vous pensez de lancer une bière belge faite au Vietnam? En plus, vous, à Nam, vous avez déjà les relations avec les brasseurs, vous avez le réseau de distribution». Et les personnes pour lesquelles je travaille m'ont dit: «Bah, écoute, bonne idée, bosse sur le business plan et voyons ce qui en sort, mais il y a du potentiel». Donc j'ai bossé sur le business plan et puis je me suis dit: «Mais au fond, pourquoi est-ce que je fais ça pour eux et pas pour moi?» Et donc j'ai réussi à allier à la fois ma passion, pour la Belgique, une opportunité que je crois être, sympa, qui est le fait de faire de la bière belge en Belgique et puis le fait de le faire à ma manière. Et je me suis donc lancé avec quantité de revers et de victoires. Je crois que ça, c'est le principe de chaque histoire. J'y étais la fleur au fusil, hyper naïf et je crois que ça, c'est aussi ce qu'il faut quand on se lance. Il faut y croire et on y va et on pense pas au problème, on pense au résultat final. On commence avec le futur et quelque part, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de capacité, je pense, à se remettre en question, mais à avancer quand même. Et petit à petit, en fait, on y arrive. Et je crois que c'est finalement, bah, voilà, comme ça que Belgo est né, d'une passion, d'une fierté, d'une frustration. Je pense que ça m'emmerde que les Belges n'aient pas assez de fierté pour ce qu'on a, parce qu'on a plein de choses. Et il faut pouvoir en être fier. Et c'est super parce que je crois qu'en Belgique, on est très humble, mais ça ne doit pas nous empêcher de pouvoir le partager et l'amener de manière fière. François, avec lequel je me suis lancé dans l'aventure, qui est un autre Belge, qui est le cofondateur de Belgo, m'a dit un jour, et je trouve ça très vrai, qu'en Belgique, on a beaucoup de savoir-faire, mais peu de faire savoir. Et je trouve que c'est très vrai. Et donc, j'ai envie qu'on ait, en plus de ce savoir-faire, la capacité à le faire savoir et que plutôt que de voir toujours petit, parce que c'est un peu ce qu'on a en Belgique, quand on est dans un petit pays, on a des ambitions limitées, bah en fait, je pense qu'on peut le faire en grand. Et je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa avec Belgo et on a envie d'aller plus loin. Vous avez vos propres brasseries aujourd'hui? Vous en Non. avez combien? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté une brasserie en Belgique, D'accord. on a démonté une brasserie seconde main, qu'on a démonté, qu'on a remonté à l'identique au Vietnam pour produire nos propres bières belges. Donc, c'est vraiment des équipements belges, c'est des ingrédients belges, c'est un maître brasseur belge, histoire dingue d'ailleurs, et des techniques belges. Et même notre eau, l'eau qu'on utilise pour nos bières, on utilise bien sûr l'eau du Vietnam, mais qu'on va cleaner, qu'on va nettoyer avec un processus d'osmose inverse. On amène tous les paramètres à zéro et on recrée des eaux belges pour chaque bière. Donc l'idée, c'est vraiment de brasser de la bière belge au Vietnam par des Belges. Et puis ensuite, on a effectivement nos différents restaurants. On en a 4, bientôt 5, et on a encore envie d'en ouvrir plus au Vietnam et ailleurs, et qui sont finalement notre réseau pour pouvoir raconter notre histoire, pour pouvoir partager notre passion pour la Belgique et faire goûter nos bières et faire goûter nos plats et construire un cercle vertueux, parce que finalement, quand on construit une marque, ce qu'on veut, eh bien, c'est être mentally and physically available. Donc, on veut pouvoir être visible, et ça, c'est effectivement être bien distribué. Donc, on a aujourd'hui nos bières qui sont présentes dans plus de 450 endroits au-delà de nos restos, Oui. et puis nos restaurants aussi. Et ce qui nous permet aux gens de penser à nous. Ceux qui vont acheter nos bières en dehors des Belgos vont peut-être se dire: tiens, mais j'irai bien au Belgo, c'était sympa. Et ceux qui viennent au Belgo et qui font l'expérience Belgo, une fois qu'ils en sortent, se disent: tiens, mais en fait, elle était bonne cette bière que je vois là sur le rayon de mon supermarché, je vais peut-être la racheter. Et donc, on pense que tout ça permet un cercle vertueux qui nous permet d'être à la fois plus visible et à la fois derrière d'être dans la tête des gens, parce qu'on est plus souvent face à eux et qu'il y a le marketing derrière, évidemment, qui va nous aider à amener la petite étincelle pour dire: tiens, n'oublie pas Belgo, en fait. Ouais, c'est ça, c'est une constellation en fait de produits et de services entre les restaurants, la brasserie, les produits vendus du coup Ouais, en grande distribution. ouais, exact. Grande distribution et pas que, hein. Donc, on est en grande distribution, on appelle ça le off-trade et le on-trade. Oui, Donc, on est dans les restaurants, cafés et bars. oui, Ça, c'est le on-trade. Et puis, on est également en grande distribution, qu'on appelle le off-trade. ok, très clair. Quelle est justement ton ambition? Tu dis que vous allez vous développer dans plusieurs pays ou dans d'autres villes. Comment tu vois l'aventure continuer, l'aventure Belgo? Moi, je suis un grand rêveur. J'ai appris
j'ai appris qu'en fait, on peut rêver et on peut y arriver. Mon rêve, c'est que Belgo n'est pas en fait un concept uniquement vietnamien. Pour moi, Belgo peut exister ailleurs. Pour moi, Belgo peut fonctionner ailleurs, au-delà du Vietnam. Et donc, l'ambition, c'est d'amener Belgo dans d'autres pays. Et j'espère, au-delà de l'Asie, pouvoir aller dans le monde entier avec Belgo et partager notre expérience belge. Mais ce que je veux dire par là, c'est au-delà du produit, ce que j'aime bien comme message dans notre marque, c'est qu'on est un petit pays fait de gens et de cultures différentes et que j'ai envie de faire passer le message qu'être différent, c'est bien. J'ai envie de faire passer le message qu'être ensemble, c'est encore mieux parce que la bière, à mes yeux, c'est un catalyseur de gens. On se met ensemble autour d'une bière, on est en général en groupe, entre amis, en famille. Et donc, au-delà vraiment de ma passion pour la Belgique et d'amener une expérience belge, j'aime bien le message derrière qui est de dire, en fait, dans un monde aujourd'hui où on évite la différence et elle nous fait peur, dans un monde où je crois et j'ai l'impression qu'on est de plus en plus individualiste, c'est l'occasion de se regrouper pour boire une bière, pour être très belge et pour comprendre que même si on est différent, eh bien, on a intérêt à être ensemble. Tu parlais tout à l'heure, il y a un mot qui m'a interpellé, du surréalisme, et que ça a impacté également l'environnement belgo. Est-ce que tu peux m'expliquer? Donc le surréalisme, c'est un mouvement artistique. Et un des fondateurs du surréalisme qui se trouve derrière nous, Exactement. tu le connais, René Magritte. Qui a peint une pipe, notamment. Exactement. Ceci n'est pas une pipe, exactement. Ceci n'est pas une pomme. Le surréalisme, c'est aller au-delà du réel. C'est être absurde, c'est aller dans ses rêves et aller plus haut, aller plus loin. Donc, on peut dire que c'est vraiment être extraordinaire en quelque sorte. Eh bien, je pense que les Belges ont ça en eux, ce côté surréaliste. La Belgique est un pays surréaliste et c'est ce qu'on entend souvent, de nouveau, ce regroupement de cultures, de langues, de courants différents. Et donc, ça se traduit comment? Bien, ça se traduit à la fois dans des visuels. On essaye de faire des visuels qui sont différents. On essaye de faire des visuels qui sont impactants. Ça se traduit, j'espère, dans la culture. Ça veut dire qu'on va... Pour moi, le surréalisme, c'est même de l'humour. Ça va être c'est plus du 2e degré, c'est du 6e degré. Pas évident non plus à faire passer ici. Mais donc, on essaie d'avoir un 6e degré surréaliste. Et donc ça fait partie quelque part de l'ADN de la boîte. Mais donc, ça se traduit, je dirais, de manière différente dans les bières, dans la culture de la boîte, mais même dans la déco. Dans la déco, et tu peux le voir, par exemple, dans le Belgo qui est ici, on voit qu'on est au 1er étage. Et pour communiquer entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, eh bien, on a créé cette espèce d'escalier avec des symboles du surréalisme qui font passer le message qu'on doit essayer d'aller plus haut, on doit essayer de voler vers des cieux plus lointains et que ça va nous amener pas mal de choses riches et intéressantes. Tu parles du surréalisme, d'humour, on connaît l'humour belge aussi. Comment justement les Vietnamiens l'appréhendent, cet humour belge? Parce que en Asie, on n'a pas forcément l'habitude de plaisanter, de rigoler, tout ce qui est 2e degré, 6e degré, comme tu viens de le dire. C'est pas des choses avec lesquelles ils sont très à l'aise? Tu as raison. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour au Vietnam. Ils se marrent, ils adorent ça. Mais c'est sûr que ça se traduit de manière complètement différente sur les blagues à faire, sur les choses à dire, à ne pas dire par rapport à la Belgique. Donc, on s'adapte. Ça veut dire qu'on essaie d'être drôle en essayant de comprendre ce qui fait rire les Vietnamiens. Parce que c'est vrai que ce ne sera pas la même chose qui nous fera rire nous et qui nous fera rire eux. Mais donc, on essaye, dans ce cas-là, d'être une marque qui a de l'humour, au sens large du thème. Okay. Pas que de l'humour belge, mais de l'humour tout court. Et c'est au travers de tournures de phrases, des choses qu'on peut faire. On a par exemple dans nos restaurants un sous-boc de bière, et j'en ai pas un ici pour te le montrer, mais que tu peux attacher à ton nez et puis ça te fait un grand sourire sans dents ou ça te fait une belle moustache. Et bien ça les fait marrer. Okay. Est-ce que c'est du 6e degré? Est-ce que c'est de l'humour typiquement belge? Non, mais ça les fait sourire. Et ça, c'est important. Et donc, on a envie que Belgo soit une marque qui amène un sentiment joyeux et qui amène le sourire. Okay. On parle d'humour, de convivialité, de partage, tout ça autour de la bière. Qu'est-ce que c'est pour toi une bonne bière? Une bonne bière, c'est une bière qui a du goût. Donc, j'adore les bières de soif. Les bières de soif, pour moi, c'est les bières commerciales, celles que tu bois quand tu as chaud, spécialement au Vietnam, et que tu as envie de te désaltérer. Mais une bonne bière, ça va être la bière qui va t'amener un petit peu ailleurs, où tu vas te dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Elle a un équilibre.
te fait te demander, mais en fait, cette bière, qu'est-ce qu'elle a vraiment comme goût? Qu'est-ce que ça me rappelle? Elle te fait un peu voyager. C'est une bière qui n'est pas comme les autres. Et là, il y a plein de manières différentes de l'avoir. On a par exemple une bière à la cerise que je trouve géniale parce qu'elle est, à mes yeux, encore meilleure que la crique qu'on a en Belgique. C'est une bière qui est en fait moins sucrée, plus équilibrée. Et puis après, on a une bière Full Moon qu'on brasse que par nuit de pleine lune et que je trouve géniale parce que c'est Inspired by the Moon, Made on Earth. Donc tu voyages, elle t'amène vraiment sur une autre planète. Et puis après, on a une bière, on appelle la Royale, donc c'est une triple. C'est une bière qui a une histoire, c'est une bière qui a du goût. Ça veut dire qu'on utilise plus de malt. Et donc, de nouveau, c'est une bière qui ne te laisse pas indifférent. Et puis après, on a aussi, et parce que c'est très à la mode, on a une IPA, une bière qui va te titiller les papilles parce qu'elle est très amère, elle est très citrique. Donc tout ça, c'est des bières que je trouve géniales parce qu'en fait, c'est bien au-delà de la bière de soif classique. C'est une bière où tu vas vraiment te dire qu'il y a quelque chose qui se passe pour plein de raisons différentes. Après, chacun ses goûts. Moi, ma bière préférée, par exemple, parce que je sais que j'aime le sucré et j'aime l'amer, eh ben, ça va être la cherry dont j'ai parlé, parce qu'elle répond exactement à mon équilibre de goût. Mais donc, chacun, après, aura évidemment sa bière préférée. Le fait d'en avoir, on a aujourd'hui 10 bières différentes, permet que chacun y trouve son compte. Ok. Est-ce que tu peux me raconter un challenge situationnel marquant qui t'est arrivé justement en créant Belgo, une situation assez insolite auquel tu t'es confronté et où tu as dû mobiliser des compétences que tu n'avais pas l'habitude de mobiliser dans le quotidien? J'en ai de nouveau, à mon avis, un gros paquet, mais c'est vrai que l'histoire que j'aime bien raconter parce qu'elle est assez marquante, surtout que ça arrive tout au début de Belgo. Ouais. On ouvre notre premier restaurant, on fait une fête d'ouverture, on invite amis et connaissances et network pour en faire la pub. Ça, c'est le samedi soir. On ferme le dimanche et on ouvre le lundi soir. Lundi soir, premier jour d'ouverture, on a des clients, etc. Il est 11h, il n'y a plus grand monde et je discute avec un client au bar. Mais j'entends du bruit dans la salle des staffs qui est pas très loin et je me demande un peu ce qui se passe, quoi. Il y a du grabuge, tu vois, il se passe un truc. Et au moment où je m'apprête à dire à la personne à laquelle je parle que je vais aller voir ce qui se passe, je vois 5 personnes qui sortent de la salle en courant et qui filent dehors. Et donc je me dis, mais qu'est-ce? Je laisse la personne avec laquelle je discute, je me rends dehors et le temps que j'arrive dehors, ça veut dire 1 minute 30 plus tard, je retrouve au milieu de la rue tous nos staffs. 18, 19 personnes en train de se battre dans la rue. Mais quand je te dis se battre, c'est vraiment, il y a des gens par terre, il y a des poings qui volent. On est dans une situation où je me dis, on est dans une situation surréaliste. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une voiture qui s'arrête, donc tout ça se fait à la lueur des phares de cette voiture. Il y a un poste de police pas très loin. Donc 3 minutes plus tard, il y a déjà des flics qui arrivent et qui viennent chez moi en vietnamien, me demandent de faire quelque chose. Il y a ma landlord, la propriétaire de la maison que je loue, qui est ma voisine, qui rentre de je ne sais pas où et qui, voyant ça, alors qu'elle rentre chez elle, me hurle en vietnamien, sachant que mon vietnamien est malheureusement assez limité. Donc je me retrouve perdu avec toutes les personnes qui bossent en train de se battre devant moi. Il y a les flics, tout ça à la lueur des phares, en pleine nuit. Et j'essaie de mêler en fait aux gens pour comprendre ce qui se passe. Et très vite, on me dit, mais c'est de sa faute à elle, c'est de sa faute à elle. Et on me pointe du doigt, on me montre une manager que j'avais engagée le jour même, qui parlait un anglais parfait, qui venait d'un hôtel 5 étoiles et qui en une journée a réussi à se mettre tout le monde à dos en leur disant qu'ils étaient nuls, qu'elle allait les virer, qu'ils n'avaient rien à foutre ici. Et ça a été tellement loin qu'ils n'ont pas eu d'autre choix quelque part de se battre. Et donc il y avait ceux qui la défendaient un petit peu ou qui essayaient de calmer le jeu, il y a ceux qui avaient vraiment été très énervés. Et donc je sépare tout le monde. Ça veut dire que tous les employés, je les remets à l'intérieur du bâtiment. Et au même moment, alors que je mets tout le monde à l'intérieur du bâtiment et que je demande à la personne responsable et qui a en fait été à l'origine de cet incident de rester à l'extérieur, il y a 6, 7, 8 motos qui arrivent. Et ça, c'est les copains que la nana avait appelés pour lui prêter main forte et qui arrivent pour se battre. Donc je me retrouve après avec un autre groupe de 8, 9 personnes qui veulent en découdre, les staffs qui sont à l'intérieur qui veulent revenir se battre. Et je suis vraiment en fait avec d'un côté les staffs dans le bâtiment, je suis moi dans une petite cour intérieure et puis de l'autre côté, il y a la cour où se trouve le groupe qui vient prendre la défense de l'employé en question et les deux veulent se battre. Et je suis là à me demander comment je vais gérer ça. Je ferme la grille, on a une grande grille qui sépare la cour intérieure en question de la route, je la ferme et je dis OK, laissez-moi 2 minutes, il faut qu'on discute. Et je décide finalement de faire venir un des managers de l'équipe
je fais venir la personne qui est à l'origine de l'incident, on s'assied à une table, on nous apporte des bières et on discute pendant, je pense, 40 minutes pour essayer de mettre les choses à plat, comprendre ce qui se passe. J'ai l'impression de me retrouver dans le no man's land, tu sais, cette frontière qui est entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Zone démilitarisée, ouais. Voilà, démilitarisée, qui entre n'est pas négocier, du tout démilitarisée, ouais. négocier avec les deux parties qui veulent se taper sur la gueule. Et au bout de 40 minutes, sachant qu'entre-temps, il y a à un moment donné un des gars de la rue qui veut défendre la nana qui arrive à passer outre et qui veut aller se battre avec les autres. Donc, je dois reséparer tout le monde encore une ou deux fois. Et finalement, je crois qu'il a fallu 1 heure pour arriver à apaiser l'ensemble des gens qui étaient là. Chacun est rentré chez soi, on a fermé Belgo. J'ai viré, je crois, 8 ou 9 personnes le lendemain. Et ça pouvait pas être pire, je pense, comme début. Ton premier jour, tout le monde se bat dans la rue et tu te retrouves absolument impuissant et désespéré, quoi. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une histoire qui est chouette à raconter. Ouais. Sur le moment même, c'était un peu pénible. Ok. Qu'est-ce que t'en as tiré justement de cette histoire Qu'il faut jamais baisser les bras. Que je crois que quand on se lance, on voit toujours le mur qui est face à soi, celui qu'il faut arriver à grimper. Et puis derrière le premier mur, il y a un deuxième et puis il y a un troisième. Mais en fait, si on a la volonté, si on a l'envie, si on y croit, eh bien on arrivera à passer tous les murs. Et c'est jamais fini. Parce qu'aujourd'hui, 6-7 ans plus tard, il y a déjà un autre mur. Il y a toujours des murs. Mais à un moment donné, on s'habitue, on comprend comment soit les contourner, ou aller à travers, ou aller au-dessus. Mais donc, je crois que la conclusion, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras, même si parfois, on a envie. Même si parfois, on a besoin aussi, en fait, finalement, de faire un pas de côté pour mieux revenir. Comment est-ce que tu fais pour continuer de progresser et continuer à apprendre au quotidien ? Je pense qu'il y a plusieurs apprentissages. J'apprends sur moi. Je me suis découvert des capacités que je ne savais pas que j'avais. Parce que quand on n'a pas le choix, quand c'est difficile, en fait, on doit donner le meilleur de soi-même. Donc aujourd'hui, ma conviction, c'est que, c'est pas toujours vrai, hein, mais quand on a plusieurs chemins ou plusieurs portes à ouvrir et qu'il y a un chemin qui est plus compliqué, je pense que c'est celui-là qu'il faut prendre. Parce qu'on sera meilleur, en fait, sur ce chemin-là. Donc on apprend sur soi, via ses propres expériences. Donc ça, c'est presque un chemin intérieur, quoi. Et puis après, on apprend des autres. Mine de rien, il y a toujours des gens qui nous apportent énormément de choses. Belgo, c'est pas moi, Belgo, c'est plein de gens. Belgo, c'est François qui m'a supporté et donc qui est mon cofondateur. C'est ma femme qui m'a apporté énormément de choses, mais dans le contexte du boulot finalement, parce qu'elle nous a rejoints à un moment donné. Puis ça va être toutes ces personnes qui nous ont rejoints et qui amènent leur pierre à l'édifice. Et pour aussi avoir à un moment donné du feedback concret, eh bien, je demande aux personnes qui travaillent avec moi et avec lesquelles je travaille depuis un certain temps, je leur dis, mais maintenant, je veux que toi, tu me donnes ton feedback sur ma manière de gérer les choses aussi. Parce que sinon, je ne serais pas capable d'avancer. Il faut que je sache ce que je fais bien, mais j'ai aussi besoin de savoir ce que je fais mal et que j'adore, en fait, arriver à comprendre via les autres les domaines dans lesquels je peux m'améliorer. Après, on est ce qu'on est. Je sais que moi, je suis par exemple beaucoup plus un profil créatif, marketing, sales. Donc la finance, ce sera jamais mon truc. Mais on peut progresser aussi et parce que c'est nécessaire quand on est dans ce genre de boulot. Donc on se force aussi à un moment donné parfois à faire des progrès dans les domaines qui sont pas les nôtres, qui sont pas notre tasse de thé. Mais donc je pense qu'on grandit beaucoup. On grandit beaucoup et on grandit très vite quand on n'a pas le choix. Est-ce que justement tu as un indispensable ? Alors moi, ce que j'appelle un indispensable, c'est un livre de chevet par exemple que tu as plaisir à relire. Ça peut être un podcast, un journal qui te permet de te tenir informé ou te remettre en question dans certains moments de ta vie. Pas au sens où tu l'entends. Donc j'ai pas un livre de chevet, j'ai pas une espèce d'étoile du berger ou de support permanent. Mais par contre, ce que j'ai, et je sais que mon équilibre passe par là, c'est ma famille. C'est ma femme et mes 4 filles. Et je sais que c'est parce que je passe du temps avec eux et que je suis heureux chez moi que je peux être heureux en dehors. Et donc, mon équilibre personnel, c'est ma famille. C'est mieux qu'un livre, c'est mieux qu'un podcast, c'est plus riche. Bien sûr. Et justement, comment est-ce que tu fais pour équilibrer ta vie professionnelle et ta vie personnelle ? Quelle organisation tu adoptes ? Ça, c'est quelque chose qu'on ajuste avec le temps parce qu'au début, en tout cas, je vais parler pour moi, j'étais pas très bon là-dedans. Je crois que quand on se lance et quand je me suis lancé, je me suis donné corps et âme dans Belgo.
Ça veut dire 7 jours sur 7, bosser comme un dingue. Ça commençait à 9h du mat et ça terminait à 1h, parfois 2h, samedi, dimanche compris. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y avait plus beaucoup de place pour ma famille. Heureusement, la famille comprend, mais à un moment donné, on a aussi des signaux qui nous disent, à titre personnel, que ça va pas et qu'on va trop loin. Et puis, je me souviens d'une de mes filles, mon aînée, qui m'appelle en disant « Mais papa, on te voit plus », en pleurant. Et donc, on ajuste. Et à un moment donné, on se rend compte que le boulot, c'est pas tout. On se rend compte que malgré tous les efforts, on n'y arrivera pas si on n'a pas l'équilibre. Et on s'adapte et il faut arriver, et je crois que c'est une question de temps, c'est une question de recul, c'est une question d'avoir des personnes qui vont aussi vous dire qu'il y a des choses qu'on fait bien et qu'il y a des choses qu'on fait mal et que l'équilibre, pour l'instant, il n'est pas au rendez-vous. Et donc, petit à petit, on arrive à affiner un peu tout ça pour parvenir à sa forme d'équilibre personnel, mais il m'a fallu un certain temps. Et donc, c'est en faisant ces ajustements petit à petit qu'aujourd'hui, je considère que c'est équilibré. Aujourd'hui, je rentre chez moi à 19h et j'ai ma soirée en famille. Je suis là les week-ends. Je peux aller assister au spectacle de mes enfants. Je peux aller voir les remises de prix quand il y en a. Et ça, c'est aussi parce que j'ai la flexibilité d'être mon propre patron. Et donc, ce qui au début est peut-être une tare, on se donne corps et âme pour un projet qu'on porte. On porte tout. Et puis, en fait, ça devient aussi un avantage. Ça veut dire que le fait que c'est mon projet, je peux en fait l'organiser, le gérer, m'octroyer des moments quand j'en ai besoin. Et ça donne une liberté géniale quand on arrive à la gérer. Ok. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je reviens sur ce que j'ai dit plus tôt, c'est que l'important, c'est pas ce qu'on fait, c'est comment on le fait. Donc, je crois que c'est pas le résultat qui compte, c'est le cœur qu'on y a mis, les valeurs qu'on essaye d'y apporter. Est-ce qu'on l'a fait de manière honnête, motivée, altruiste? Et je dis pas que j'y arrive tout le temps. J'essaye. Je crois qu'on est tous en chemin. Mais j'essaie de faire la part des choses entre le résultat. Et bien sûr que j'ai envie qu'il y ait du résultat aussi. J'ai envie que Belgo grandisse. J'ai envie que le business prospère. Mais je me dis toujours que le plus important, c'est le comment. C'est en s'assurant qu'on est humain, en s'assurant que on laisse la place aux émotions. Je pense qu'on est tous des gros sacs à émotions et qu'en fait, c'est ça la clé. C'est arriver à se connecter, c'est arriver à partager des émotions et s'assurer qu'en fait, ce soit une chouette expérience. Sympa de nouveau. Je reviens sur le côté sympa, chaleureux. J'ai envie de me faire plaisir et me faire plaisir, ça passe par être avec les bonnes personnes, avec lesquelles on s'entend, avec lesquelles c'est sympa de bosser. Tout ça, c'est une grosse aventure humaine finalement. Et donc, en faisant les choses bien, s'assurer que le comment soit juste, eh bien, je crois que le résultat va suivre aussi. Donc ça, je crois que c'est une des choses qu'on m'a dites et qui m'a beaucoup marqué. Il y a peut-être une deuxième que j'ai envie de mettre en avant, c'est, je vais le dire en anglais, mais « They didn't know it was impossible, so they did it ». C'est assez classique, mais pour moi, ça me marque beaucoup. Si aujourd'hui, en regardant en arrière et en voyant tous les obstacles qu'on a dû franchir, tous les problèmes qu'on a eus, et on a eu des gros coups de bol aussi, on a eu plein de chance à plein de niveaux différents. Mais si on m'avait dit tout le parcours du combattant que ça allait être, je l'aurais pas fait. Mais c'est simplement parce que je ne savais pas que ça allait être aussi compliqué que je l'ai fait. Et pour moi, c'est une grosse leçon, c'est qu'en fait, il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen. Il faut juste y croire et il faut juste avancer. Est-ce que tu as justement eu un échec où tu te sentais en difficulté? Est-ce que tu as vécu un échec et tu peux m'expliquer comment tu as fait pour rebondir? Il y a eu beaucoup d'échecs. Nature. Pardon? Aux États-Unis, on dit que c'est pas, on compte pas le nombre de fois où tu tombes, mais c'est ta capacité à te relever qui fait que tu deviens successful. Je crois qu'on se définit par nos réactions face à l'échec. Je suis d'accord. Je pense que le plus gros revers, j'aime pas trop parler d'échec parce qu'échec, on a l'impression que c'est vraiment fini, quoi. Oui. Le plus gros revers qu'on ait eu, c'est on est dans les balbutiements, l'année 1 de Belgo, où on a cette vision de créer cette brasserie qui va brasser de la bière belge, et on a ce restaurant qui va permettre d'avoir l'expérience. Et donc, on engage un maître brasseur, un premier maître brasseur, qui vient de France et qui a fait ses armes en Belgique. On le voit en Belgique, on l'a au téléphone, mais on se dit que c'est le bon gars. Mais évidemment, on oublie que tant François que moi, parce qu'on vient pas du tout du monde de la brasserie, en fait, on est très très nul pour juger d'une personne et de ses capacités à être un bon brasseur. Et donc, on lui demande, tu sais faire de la bière? Il dit, ah ouais, je sais faire de la bière. On dit, ah bah super, très bien. Et comme il était assez sympa, on l'engage, on le fait venir ici avec sa femme et sa fille. Mais en fait, assez vite, ça se passe très mal. Ça se passe très mal.
Et c'est jamais de la faute que de l'un ou de l'autre, mais en tout cas, la personne apparaît être quand même assez contraire, avec beaucoup de sujets difficiles, et il y a une dépression, et très vite la personne nous dit: «Mais en fait, votre projet, j'y crois pas du tout. Après 1 mois, ça marchera jamais», et ça, on arrive à un point où c'est presque pas loin d'être violent, pas entre nous, mais avec des personnes qui étaient dans le projet. Il a presque failli en venir aux mains. Donc en fait, à un moment donné, alors qu'on arrivait au bout et on avait amené la brasserie au Vietnam, on allait ouvrir le restaurant, on n'avait plus de maître brasseur. On a dû arrêter de bosser avec lui après 2 mois. Et ça, on se dit, bah, là, le bateau, il coule quand même. Notre projet, c'est de la bière. Toute l'expérience du restaurant qu'on est en train de construire, c'est autour de cette bière qu'on va amener, mais on n'a plus de brasseur. Et il y a un moment où on se dit quand même, putain, c'est chaud ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on essaie de retrouver un peu d'énergie, on relance un peu les contacts, et pour raconter l'histoire jusqu'au bout, et comme quoi, après un revers vient souvent une bonne nouvelle. On relance un peu tous ces contacts, alors qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Trouver un maître brasseur, ça va être impossible, on ouvre dans 1 mois, etc. Et donc, je contacte un de mes fournisseurs que j'avais trouvé ici, qui est un Belge, qui produisait des petits équipements pour les petites brasseries. Il importait aussi déjà des ingrédients pour les crafts, pour les brasseries craft. Okay. Et donc, je lui dis, mais Geert, toi, tu as été dans le monde de la brasserie, tu es belge, est-ce que tu connais pas un maître brasseur belge qui pourrait convenir pour ce projet et qui sait brasser? Et il me regarde dans les yeux, il me dit, bah, moi? Je dis, mais comment ça, toi? Bah, je suis brasseur. Mais tu me l'as jamais dit? Bah, tu me l'as jamais demandé. Et donc, Geert, qui est vraiment le miracle de Belgo, qui vit déjà au Vietnam depuis de nombreuses années, qui est marié à une Vietnamienne, qui continue de donner des cours de brassage dans sa cave à des Vietnamiens, qui sait ce que les Vietnamiens aiment, eh bien, arrive dans le projet, vraiment comme un espèce de petit miracle, et nous permet finalement d'avancer. Mais donc, je pense que la meilleure manière de réagir face à un revers, face à un échec, c'est de ne pas perdre espoir et de se dire qu'il y a une solution, il y a quelqu'un et qu'il y aura moyen. De nouveau, pas baisser les bras. Est-ce que tu as un conseil pour une personne qui souhaite entreprendre? Oui. Je crois, et c'est de nouveau un avis très personnel, je crois que la clé pour y arriver, c'est de faire quelque chose qu'on aime. J'ai l'impression d'avoir appris à écouter mes tripes. Mes tripes, elles m'ont donné plusieurs conseils. Le premier meilleur conseil qu'elles m'ont donné, c'était d'épouser ma femme. Le deuxième meilleur conseil qu'elles m'ont donné, c'était de quitter la Belgique pour vivre de nouvelles aventures. Et le troisième meilleur conseil, c'était de tout lâcher pour me lancer. Mais le projet était guidé par une passion, par quelque chose qui me donne l'énergie d'avancer. Et comme c'est quelque chose que j'aime, eh bien, quand il y a un revers, comme c'est quelque chose que j'ai en moi, je trouve la force d'avancer malgré tout. Donc, mon conseil aux entrepreneurs, c'est de s'assurer de faire quelque chose qui l'anime. Il y a toujours des opportunités, il y a toujours des belles occasions à prendre. Mais quelle est celle qui a du sens pour la personne en tant que telle et qui va lui donner le courage de continuer quand ça ira pas, hein? Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter, Gauthier? Je pense que la manière la plus facile, ça reste de suivre Belgo sur Facebook et sur les réseaux sociaux, parce que c'est évidemment là-dessus qu'on communique le plus. Ok. Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir reçu dans les locaux de Belgo. Avec et plaisir. Pour cet échange. On va prendre une bière là alors. Avec grand plaisir. Ça marche. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou de vous abonner sur la chaîne YouTube des Leaders sans frontières. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir.